Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet que je souhaitais aborder avec vous, ultra sensible, celui de l'absentéisme. Alors attention, loin de moi l'idée de dire que tous les arrêts maladie sont illégitimes, simplement lorsque l'on parle d'absentéisme, on parle d'un salarié qui s'arrête de manière répétée. Je souhaite tout d'abord faire un état des lieux sur l'ensemble des chiffres concernant l'absentéisme en France. Vous retrouverez cette étude dans Malakoff Humanis, à la fin de cette vidéo. Ensuite, de vous rappeler les règles concernant les arrêts maladie, aussi bien pour l'employeur que l'employé, ainsi que les conséquences pour les deux parties lorsque l'on fraude. Enfin, de vous proposer quelques pistes pour diminuer ce taux d'absentéisme dans l'univers de la coiffure, car cela devient extrêmement préoccupant, surtout depuis la crise du Covid. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors oui, je vois énormément de chefs d'entreprise se plaindre, et à juste titre, car le taux d'absentéisme devient un véritable cauchemar, surtout quand celui-ci n'est pas justifié. Retenez quelques chiffres. Ce premier, 4 salariés sur 10 ont eu un arrêt de travail en 2022, d'après l'étude de Malakoff Humanis. Ce chiffre est relativement stable depuis 7 ans, mais avec de grandes disparités. Il y a une surreprésentation des jeunes de 18 à 34 ans, et cela depuis 2016, ainsi qu'une sous-représentation des plus de 50 ans. Jusqu'ici, rien de nouveau. On retrouve dans cette étude aussi que les femmes s'arrêtent plus souvent. Cela est très probablement dû au fait qu'il y ait des gardes d'enfants et des familles monoparentales. Les raisons concernant ces arrêts maladie, 9 fois sur 10, elles sont liées à des motifs personnels. État de santé, situation familiale ou mode de vie. Reste que 13% sont liés à des motifs professionnels, avec en priorité les conditions de travail, l'ambiance et le stress. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les conséquences de ces arrêts maladie pour vous, employeurs, vous le vivez au quotidien. Désorganisation, charge de travail additionnelle, baisse de la productivité, détérioration de l'ambiance de travail. Pour tout cela, je compatis et je comprends votre désarroi. Ça me met vraiment en colère et ça sera ici mon premier coup de gueule pour tous ces salariés qui abusent des arrêts maladie pour des motifs fallacieux. Tout simplement, il faut qu'ils sachent que ce sont des escrocs et qui sont nuisibles pour l'économie française. Je n'ai absolument aucune compassion pour eux et j'espère qu'ils réaliseront plus tard la gravité de leurs actes. Je leur rappelle juste qu'il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour pouvoir financer leur comportement. Et que quand le système ne pourra plus se permettre de pouvoir protéger les gens normalement, ce seront les premiers à en souffrir également. Ça c'est dit, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment ça marche. En cas d'absence d'un salarié pour maladie ou accident, ce dernier devra, sauf cas de force majeure, prévenir l'employeur dans les 48 heures suivant l'arrêt de travail par courrier recommandé avec avis de réception ou par remise directe de l'arrêt de travail contre un reçu. Pour rappel, un salarié ne touche rien pendant les 3 premiers jours. Exemple, vous recevez un arrêt de travail le 15 du mois pour une durée de 7 jours. Il commencera à toucher ce qu'on appelle les indemnités journalières qu'à partir du 19. Concernant le supplément que vous devrez payer, et à la seule et unique condition que votre collaborateur a plus d'une année d'ancienneté dans l'établissement, vous avez, un délai de 7 jours de carence. Si nous reprenons notre exemple à partir du 15, ça veut dire que le complément sera payé uniquement à partir du 23. Ce complément est fixé à 90% du salaire brut, et ceci pendant les 30 premiers jours. Puis les 2 tiers pendant les 30 jours suivants. Bien entendu, ce complément vient en déduction de ce qui est versé en indemnité journalière par la sécurité sociale. Je vous laisse regarder la convention collective de la coiffure pour avoir plus de détails. Seul un certificat, et uniquement un certificat, peut justifier de l'absence d'un de vos salariés. Vous, employeurs, ce qui est important, c'est de faire attention au délai pour déposer l'arrêt de travail. Soyez extrêmement vigilants et stricts à ce sujet. En aucun cas, il peut se déclarer seul malade pour pouvoir justifier son absence. Pour rappel, la caisse d'assurance maladie peut effectuer des contrôles ou des contre-visites pour vérifier la véracité des arrêts maladie, ainsi que les modalités qui ont été prévues par le médecin concernant les sorties. N'oubliez pas que vous pouvez également demander à l'assurance maladie de faire une contre-visite pour vérifier s'il n'y a pas un arrêt maladie abusif, afin d'arrêter de payer les indemnités et les compléments. Malheureusement, trop peu de contrôles sont effectués. Néanmoins, il me semble que c'est important d'expliquer de façon pédagogique ce que peut encourir un collaborateur. Il doit savoir que quand il y a fraude, il peut y avoir des sanctions disciplinaires et il peut perdre ses indemnités, surtout si cela se reproduit régulièrement.
Alors, avant de pouvoir regarder ensemble les pistes pour diminuer ce taux d'absentéisme, je voulais aussi faire un point sur le niveau d'engagement au travail. Toujours d'après la même étude de Malakoff Humanis, entre 2018 et 2022, 4 salariés sur 10 déclarent être peu ou pas engagés au travail. Il est bien évident que ceci a un impact sur l'absentéisme. On se rappelle qu'un salarié sur 2 en 2022 s'est arrêté par manque d'engagement au travail. Plus inquiétant, 30% des salariés se disent prêts à prendre un arrêt maladie, même s'ils ne sont pas malades. Enfin, c'est sans compter que 26% des salariés ne se disent pas du tout investis dans leurs tâches au quotidien. Alors ici, il s'agit d'épanouissement au travail, j'en parle suffisamment avec mes participants dans mes formations en termes de management, le rôle que vous avez pour créer une dynamique positive et donner à vos collaborateurs l'envie de venir travailler tous les jours dans le salon de coiffure. Regardons enfin les pistes qui permettraient de diminuer l'absentéisme dans les salons de coiffure. Nous avons vu dans l'étude de Malakoff Humanis qu'il y avait une sous-représentation des plus de 50 ans. Il suffit d'élargir votre recherche en recrutant des gens de plus de 50 ans. Et oui, ils seront plus investis, plus motivés et moins absents. Vous n'imaginez pas le potentiel, c'est à méditer. Nous avons de plus en plus de femmes également qui vivent seules, qui ont des enfants à charge. Ici, il est nécessaire de travailler avec vos collaborateurs sur l'aménagement des plannings afin de leur permettre de s'organiser avec leur vie personnelle. C'est incontournable. Il faut maintenant réfléchir avec vos équipes sur les meilleurs modèles. Travail sur 4 jours, en décalé, quelques samedis, ne pas systématiquement finir à 20h. Quoi qu'il en soit, trouvez la meilleure option de façon à satisfaire et à équilibrer votre équipe pour qu'elle ait envie de venir travailler chez vous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, un des moteurs de motivation les plus importants, c'est d'avoir du temps libre. Il faut donc savoir l'entendre et en tenir compte. Faites confiance, donnez les contraintes, expliquez les enjeux pour pouvoir trouver une solution, car dans tous les cas, si vous n'y arrivez pas, ils ne resteront pas. Troisième piste, d'expliquer à vos collaborateurs, quand vous les recrutez, l'impact que peut avoir un absentéisme dans le salon de coiffure. Il faut comprendre que frauder de façon abusive peut être fatal pour l'économie et l'activité du salon. Vous pouvez par exemple essayer de leur expliquer que s'ils étaient à votre place, comment ils vivraient la situation d'avoir des collaborateurs qui s'absentent régulièrement pour de mauvaises raisons. Sensibilisez-les, expliquez-leur. C'est essentiel, surtout quand vous les recrutez. Rappelez-leur les règles concernant l'arrêt maladie ainsi que l'aspect juridique. Il en va de même concernant les règles pour les plannings des congés, pour les retards, pour les pauses. Vous retrouvez tout cela dans la convention collective de la coiffure et j'en parle dans plusieurs vidéos sur Coiffeur Expert Business. C'est à vous de faire la pédagogie car je vois encore trop peu d'employeurs qui prennent le temps d'expliquer le contenu du contrat de travail avant de le faire signer par le collaborateur. Enfin, et à mes yeux c'est le plus important, il concerne le management de vos équipes. C'est tout simplement de prendre soin de vos collaborateurs et de répondre à leurs besoins légitimes. Apprendre à bien les connaître, à savoir comment ils fonctionnent et quels sont leurs moteurs de motivation. Pour cela, il est nécessaire de réaliser régulièrement des entretiens avec eux et d'intercaler avec des réunions pour que l'information circule. Plus les collaborateurs sont au courant, informés de la façon dont vous fonctionnez et plus vous garantissez de la cohésion au sein de l'équipe. C'est à vous de mesurer le baromètre de l'ambiance au salon. Le bonheur au travail est essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'un salarié va venir travailler chez vous en pensant qu'il va passer une bonne journée? Partager de bons moments avec ses collègues et savoir que son employeur veille à son bien-être. Il suffit de regarder les salons où il y a beaucoup de turnover et ceux où les équipes sont très stables. C'est de votre responsabilité de faire le nécessaire afin de maintenir cette stabilité, cette cohésion dans l'équipe. Bien, en espérant vous avoir éclairé sur ce sujet extrêmement sensible, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à retrouver le lien sur l'étude de Malakoff Humanis et bien évidemment d'aller sur la convention collective de la coiffure. Je vous remercie.